Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, l'autobiographie de Carl Gustav Jung, qui s'appelle Ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Et attention, ce n'est pas juste un livre de souvenirs, c'est bien plus que ça. C'est le laboratoire intime où Jung a testé, forgé et validé ses plus grandes théories, en faisant de sa propre vie son principal sujet d'étude. Une exploration de l'esprit humain menée de l'intérieur. Et cette phrase-là, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa démarche. Pour Jung, la vie, ce n'était pas juste une suite d'événements qu'on subit. Non, c'était une énigme personnelle. Sa propre existence était la grande question. Et toute son œuvre, toute la psychologie jungienne, c'est en fait sa tentative de formuler une réponse. Pour comprendre d'où vient cette quête, il faut faire un sacré bond en arrière, direction son enfance. Jung était absolument convaincu que ses premières expériences, ses rêves, ses jeux, tout ça n'avait rien d'anodin. C'était les toutes premières briques de ce qui allait devenir sa carte de l'âme humaine. Il a très vite ressenti une sorte de dualité en lui. D'un côté, il y avait ce qu'il appelait la personnalité numéro 1, le petit décollier qui vit dans le présent, qui s'ennuie un peu en classe, bref, un garçon normal. Mais à côté, il y avait la personnalité numéro 2. Et ça, c'était tout autre chose. C'était comme un vieil homme à l'intérieur de lui, quelqu'un d'intemporel, plein d'autorité, comme s'il venait d'un autre siècle. Et cette tension entre ces deux facettes l'a suivi toute sa vie. Cette question, elle a l'air toute simple, mais elle est vertigineuse. Elle lui est venue enfant. Il avait une pierre préférée dans son jardin, il aimait s'asseoir dessus. Et un jour, cette pensée lui traverse l'esprit. Qui est qui ? Qui est le sujet ? Qui est l'objet ? C'est peut-être l'une de ses toutes premières confrontations directes avec le grand mystère de la conscience. Et puis, il y a eu ce moment, ce déclic, sur le chemin de l'école. Il raconte ça comme s'il sortait d'un coup d'un épais brouillard. Et là, illumination, la pensée fulgurante. Maintenant, je suis moi. Maintenant, j'existe. C'est un tournant. Avant, il avait l'impression que les choses lui arrivaient. À partir de là, il sait qu'il est une entité à part entière. Le moi venait de naître. Bon, maintenant, voyons comment toutes ces expériences hyper personnelles, ces intuitions d'enfant, ont pu donner naissance à des concepts psychologiques universels. Jung n'a pas fait que raconter son histoire, il l'a disséquée pour trouver les structures fondamentales de notre esprit, ce qu'on appellera plus tard les archétypes. Prenons un concept hyper connu, l'anima. L'idée que chaque homme porte en lui une sorte d'image intérieure de la femme, une figure qui va teinter ses relations, ses émotions. Mais d'où est-ce qu'il sort une idée pareille ? Eh bien, ça vient encore et toujours d'un souvenir d'enfance. La servante de la famille. Elle lui semblait à la fois étrange et singulièrement familière. Pour le petit garçon qu'il était, elle incarnait le mystère du féminin. Et cette image très personnelle, il va la retrouver plus tard comme étant un archétype universel. Autre concept fondamental, l'ombre. Pour faire simple, c'est notre côté obscur. Tout ce qu'on n'aime pas en nous, tout ce qu'on refuse de voir et qu'on cache bien au fond, dans l'inconscient. Pour Jung, c'est clair, faire face à son ombre, c'est une étape obligatoire pour devenir un individu complet. Jung était persuadé d'un truc. Ses figures intérieures, l'anima, l'ombre, ce n'était pas juste son histoire à lui. Il pensait qu'elles étaient des structures universelles, présentes en chacun de nous. Et pour en avoir le cœur net, il a voyagé. Il est parti chercher des preuves, des échos de son monde intérieur dans d'autres cultures. Et pendant un de ces voyages, une conversation avec un chef amérindien va être une vraie révélation. Le chef lui explique que les Blancs sont fous parce qu'ils pensent avec leur tête. Et il ajoute « nous pensons ici », en montrant son cœur. Pour Jung, c'est le choc. Il venait de mettre le doigt sur notre point vulnérable, cette déconnexion de l'homme occidental avec son instinct. Son voyage en Afrique va le confirmer dans ses idées. Là-bas, il a une sensation hyper puissante de revenir dans le pays de sa jeunesse, un sentiment de déjà-vu millénaire, comme si une partie de lui avait toujours connu ces paysages. C'était pour lui la preuve vivante de l'existence d'un inconscient collectif, d'une mémoire ancestrale qu'on partage tous. Mais toute cette exploration ne pouvait pas rester que théorique, que des mots sur du papier. Jung a ressenti le besoin viscéral de donner une forme concrète, tangible à tout ça. Et c'est de là qu'est né son projet le plus fou et le plus personnel, la tour de Bollingen. La tour, ce n'était pas du tout une maison de vacances. C'était sa psyché en 3D, en quelque sorte. Une autobiographie bâtie pierre après pierre. Chaque nouvelle partie de la tour correspondait à une nouvelle compréhension de lui-même. C'était sa façon de s'ancrer, de rendre ses idées réelles. Mais ce n'était pas que la construction, c'était aussi la vie qu'il menait là-bas. Un retour à l'essentiel. Pas d'électricité, pas de confort moderne. On coupe son bois, on va chercher son eau.
Il disait « Ces travaux simples rendent l'homme simple, et il est bien difficile d'être simple ». C'était une manière de faire taire le vacarme du mental pour écouter ce qui venait de plus profond. Et cette tour, c'était aussi un outil de travail. Il raconte que dès qu'il se sentait bloqué intellectuellement, il arrêtait tout et il se mettait à peindre ou à sculpter une pierre. Et cet acte tout simple, tout physique, agissait comme un rite d'entrée qui, à chaque fois, débloquait sa pensée et lui ouvrait de nouvelles portes. Cette phrase montre bien la puissance de ce lieu. Quand sa femme est morte, ça l'a complètement dévasté. Et c'est en retournant à Bollingen, en travaillant la pierre, qu'il a réussi à se reconstruire, à traverser son deuil. La tour, c'était vraiment son ancre dans le monde. Alors, tout ce cheminement, les souvenirs d'enfance, la cartographie de l'esprit, la construction de la tour, tout ça converge vers un seul et même objectif. Ce que Jung appelle le processus d'individuation. En gros, la quête du soi. C'est vraiment l'aboutissement de toute sa vie. Et pour Jung, la fameuse réponse à la question de la vie, ce n'est pas une destination finale, ce n'est pas une vérité qu'on trouve un jour et puis c'est fini. Non, la réponse, c'est le processus lui-même. C'est le courage de dialoguer en permanence avec son inconscient, d'intégrer son ombre, de devenir la personne la plus complète possible. C'est un travail de toute une vie. Cette prise de conscience, elle lui est venue très clairement après une grave maladie qui a failli le tuer. Il a compris que le but, ce n'est pas d'éviter les coups durs ou les échecs. Le but, c'est de construire un moi assez solide pour tenir bon quand l'incompréhensible arrive. Et c'est là, dans cette acceptation, qu'une défaite peut se transformer en victoire. Au final, ma vie, c'est beaucoup plus que les mémoires d'un homme, même exceptionnel. C'est une sorte de manuel, une feuille de route. C'est une invitation lancée à chacun d'entre nous d'oser faire ce voyage intérieur, de descendre dans nos propres profondeurs pour y découvrir ce qui s'y cache. Jung a donc passé son existence à tenter de répondre à sa propre question. Et en refermant son livre, il nous tend un miroir. Son exploration nous ramène inévitablement à nous-mêmes et à cette interrogation fondamentale qui, au fond, nous concerne tous.